Bonjour Oksana. Pierre, Quel mon ami. plaisir de te voir. Encore une fois, chers amis, bonjour de la part de Pierre. Pierre est un immense ami de l'Ukraine, grâce à qui tout le milieu intellectuel français, disons, les penseurs et philosophes, s'est mobilisé. Pierre est le vice-président de l'association intitulée « Pour l'Ukraine, pour sa liberté et pour la nôtre ». Au total, 150 professeurs, des philosophes ainsi que des enseignants universitaires sont réunis dans cette association. Cette organisation regroupe actuellement 50 des plus grandes et prestigieuses universités de France et elle s'occupe activement de préparer tous les aspects juridiques de cette guerre. Et c'est grâce à cette association que Poutine a reçu une citation à comparaître devant la justice. Actuellement, cette association travaille activement sur un autre dossier de grande envergure. Il ne s'agit pas seulement de Vladimir Poutine, mais de l'ensemble de son entourage, toute sa clique, afin qu'il soit enfin condamné pour crimes de guerre contre l'Ukraine. Nous voyons ici l'un de ces acteurs clés en France qui s'efforce de mobiliser au quotidien toute cette importante communauté française. Je tiens à rappeler que c'est la France qui nous a inspirés sur tous les Maïdans avec sa devise « Liberté, égalité, fraternité ». L'Ukraine a aussi ses propres slogans. Eh bien, aujourd'hui, je dirais « Liberté, volonté, Ukraine ». Mais nous sommes encore en train de forger nos slogans, n'est-ce pas ? Mais il faut savoir que le droit international, ainsi que le droit en général, constituent les fondements même de nos pays démocratiques. Et nous nous trouvons ici, aujourd'hui, dans l'une des plus anciennes maisons d'édition de France, fondée en 1837. Cette maison d'édition se spécialise depuis toujours dans ce que l'on appelait couramment au XIXe siècle les droits des gens. Ce concept juridique est devenu bien plus tard ce que l'on appelle aujourd'hui les droits de l'homme. Aujourd'hui, nous parlons de droit international. Ainsi, les publications qui paraissent en France concernant ces questions de droit international, y compris sur la question de l'Ukraine et sur l'expérience de la guerre ukrainienne, tout cela se passe dans ce que j'appellerais le sein des saints des questions de droit en France. Et à côté de cette maison d'édition, de cette librairie, se trouve la faculté de droit de la Sorbonne. Il y a aussi une autre faculté, la faculté d'histoire. Et notre invité d'aujourd'hui, Pierre Romain, est docteur en histoire. Il a justement étudié comment le cinéma et comment les médias influencent la couverture de la dictature et de l'autoritarisme, quel rôle ils jouent dans la victoire sur ces phénomènes terribles de notre époque. Pierre, tu nous racontes comment vous étiez mobilisé, votre belle association. Quel était votre objectif? Quelle était votre motivation? Pourquoi vous êtes mobilisé autant pour l'Ukraine? Notre association s'est mobilisée depuis les premiers jours de la deuxième agression. Certains d'entre nous étaient déjà très concernés depuis 2014. Et en fait, ce qui a fait qu'on s'est mobilisé, c'est le sentiment qu'il fallait absolument, ici en France, agir. C'est comme ça qu'on a fait, on s'est rencontrés autour d'un café et on a décidé de faire un appel pour les universitaires, les professeurs d'université, qui rassemblaient très vite 130 signataires. Et ça a été le début de notre association à partir de ce moment-là. Ensuite, il y a eu un deuxième moment très important, qui était au mois de mai, quand on a commencé à prendre conscience en lisant ce que disait le président Zelensky, des déportations d'enfants, qui semblait quelque chose de tellement horrible et tellement incroyable que l'on a décidé d'en faire le premier grand combat de notre association et ça l'est resté jusqu'à aujourd'hui. Pierre, je sais que vous publiez toujours, vous faites toujours vos publications, vos tribunes, vos appels, qu'on signe souvent aussi dans le monde et dans les libérations. Quelle est votre relation avec les médias français? Comment vous ressentez cette mobilisation? Est-ce que tu peux dire que les médias aussi sont fait la mobilisation? Est-ce que ça vous aide dans votre militant? Oui, sûrement dans une certaine mesure. Les médias français ont été assez, enfin certains médias et aussi des chaînes de télévision ont été assez actifs, mais en même temps, il ne faut pas non plus surestimer, à mon avis, cela. Quand on fait des tribunes, c'est pour donner une orientation, une idée, mais en même temps, on ne pense pas que des tribunes vont changer les choses. On pense que c'est un élément parmi d'autres. Je sais que, à part de mobilisation des intellectuels français,
votre objectif aussi, c'est travailler avec l'opinion publique, mobiliser l'opinion publique. Est-ce qu'à ton avis, la mobilisation française, elle est assez élevée? Parce que dans les yeux des Ukrainiens, nous pensons que la France est l'un des meilleurs pays pour le soutien de l'Ukraine. Non, Quelle est ton analyse? Je ne pense pas. Je pense que la majorité de la population française est sympathisante de l'Ukraine, mais je pense d'abord que ce n'est pas une expression permanente, importante, forte. On va dire en positif, la majorité de la population soutient l'Ukraine. En creux, on va dire, ce n'est pas une préoccupation importante, malheureusement, de la population aujourd'hui. Mais nous, ce que nous avons avec notre association, qui a aujourd'hui à peu près 3000 adhérents, c'est que dans presque toutes les villes de France, il y a des gens qui sont actifs, qui essayent de faire des choses, de collecter de l'argent, de se mobiliser, d'en appeler à l'opinion dans leur région. Ça, c'est vrai. Mais ce n'est pas un tout petit groupe, mais ce n'est pas assez. Pierre, ce qui est très important pour les spectateurs ukrainiens avant tout, c'est connaître quelle est votre perception. Quand je dis votre, c'est des intellectuels français, de votre association, des universitaires que tu fréquentes, que tu connais, parce que je sais que vous organisez beaucoup de conférences, vous parlez toujours entre vous. J'ai participé moi-même à certaines Zoom ou plusieurs conférences visio que vous organisez. Quelle est votre perception et quelle est votre analyse de la situation d'aujourd'hui, de la guerre? L'Ukraine et l'Europe. Et d'un certain point de vue, Poutine fait déjà la guerre à l'Europe, à la France. On le voit avec les incursions de drones, on le voit avec le hacking des hôpitaux, on le voit avec toutes ces opérations un peu subversives. On va mettre des mains sur le mémorial de la Shoah, on va mettre des têtes de cochon devant les mosquées. Tout ça fait partie d'un tout à travers toute l'Europe qui est déjà une forme de guerre. Ce n'est pas une guerre en soi, c'est l'extension de la guerre en Ukraine, donc c'est indissociable, et ça a un objectif, c'est de faire penser aux Français, et par exemple notamment aux responsables français, mais aussi à la population, que même si vous n'êtes pas d'accord avec la Russie, c'est pas grave, mais il faut que vous acceptiez la façon dont nous pensons les choses, et nous pensons que nous avons droit à avoir ceci, cela, nous pensons... L'Europe est déjà en guerre avec la Russie. Le problème, c'est qu'elle n'arrive pas à le comprendre, parce que c'est une forme de guerre différente, qui jusqu'à présent n'a pas une guerre militaire classique, mais c'est une guerre quand même, avec y compris des assassinats, des tentatives d'assassinat. On a vu récemment un opposant russe qui était... la tentative d'assassinat a été arrêtée à la dernière minute à Biarritz, en France, par la police. Donc il y a plein de choses comme ça, tout le temps, et l'Europe est en guerre, elle n'arrive pas à le comprendre. Pire, quand elle le comprend un peu, elle n'arrive pas à comprendre que si c'est la vérité, le soutien à l'Ukraine doit être beaucoup plus fort. Et tu le sais, comme d'autres l'ont dit, aujourd'hui, la protection du ciel ukrainien, qui était une demande de l'Ukraine depuis le début, l'Europe peut le faire avec son aviation. Elle peut le faire. Elle peut peut-être pas le faire à 100%, mais avec les Ukrainiens, ça arriverait sûrement proche de 100%. Et elle ne le fait pas parce qu'elle pense qu'elle va rentrer dans une escalade avec la Russie, et n'est pas capable de voir que depuis 2022, l'escalade, c'est toujours la Russie qui le fait. Donc, oui, la situation, c'est ça. Je pense que c'est un vrai problème, c'est-à-dire il y a beaucoup de sympathie pour l'Ukraine, y compris dans les dirigeants politiques. Macron, au début, c'était hésitant, mais finalement, il a changé, il est vraiment pour l'Ukraine aujourd'hui. Mais il n'y a pas de compréhension de ce que ça implique. Mes amis, j'aimerais vous présenter une femme absolument unique. Elle est actuellement la propriétaire ainsi que la directrice de cette prestigieuse maison d'édition où nous nous trouvons. Et il faut savoir que cette superbe librairie appartient à sa famille depuis maintenant 7 générations consécutives. Mais je laisse maintenant la parole à notre Bénédicte. Bonjour Bénédicte. Merci énormément de nous accueillir ici et accueillir nos invités. Et on est apprécié par votre librairie et surtout pour votre édition aussi, parce que c'est la maison d'édition avant tout. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots pour présenter votre belle maison d'édition, qui est quand même dans le quartier sacré, à côté de faculté de droit et d'histoire de Sorbonne? Alors la maison d'édition date de 1837. Je représente la 7e génération.
Nous éditons une quarantaine de livres par an qui portent sur le droit international, les relations internationales, l'histoire diplomatique. On est lu à travers le monde. Nous avons des clients dans toutes les universités juridiques et les universités d'histoire à travers le monde. Alors, quelques-uns, hein, mais on a peut-être un public de 5000 personnes qui nous connaissent, qui nous lisent en langue française. Nous publions un petit peu en anglais, mais jamais de la traduction, toujours de la langue originale. Parce que le débat sur le droit, c'est aussi un débat à travers les mots. Et c'est pourquoi nos lecteurs nous lisent en français, même si parfois ils ne le parlent pas. Nous essayons, en publiant, c'est des tout petits tirages, hein, nous essayons de faire connaître le droit international pour que tenter qu'il y ait la paix dans le monde, évidemment, c'est un grand destin, mais en tout cas améliorer. Alors on a un catalogue qui porte sur les droits de l'homme, droits des organisations internationales, droits de l'environnement, droit international pénal. Nos auteurs viennent du monde entier, puisque c'est souvent des colloques et c'est des publications de rencontres de gens passionnés. Alors je vais d'abord vous présenter l'auteur, Philippe Sands, dont on est très fier qu'il soit déjà un auteur du catalogue des éditions Pédone. On peut le prendre. Bien sûr. On peut le prendre pour montrer. Et nous revoilà à Lviv. Oui. Donc Philippe Sands, mondialement connu, est auteur et d'abord professeur de droit international. Dans les années 1980, il a publié un livre chez nous. Un cours de droit, hein, bien sûr. Bien sûr, là, il passe par le roman pour faire comprendre le sujet. Là, vous avez la version graphique du roman. Dans le roman, dans son livre qu'il a écrit et qui est donc d'abord un roman, il parle de la maison d'édition ici même, hein, puisque la maison d'édition a publié Lemkins sur la notion de génocide, qu'on était déjà à l'international à ce moment-là. Il faut rappeler à nos spectateurs qui est Lemkins, parce que c'est très important, c'est l'auteur. C'est un procureur polonais qui défendait le droit international et surtout le droit international pénal. Lemkins a développé la notion de génocide, il en a même inventé le mot. On parle aujourd'hui d'écocide, probablement à son image. Hein. Et il était en discussion avec Lothar Park, qui lui-même défendait la notion de crime contre l'humanité. Et à travers ce roman, il a souhaité porter devant le public le sujet du droit international pénal pour faire comprendre l'intérêt de Nuremberg et l'intérêt de réparer, malheureusement, ce qui a été horrible, de réparer les crimes. Voilà. On parle beaucoup du rôle du droit international. Nous pouvons dire avec la certitude que grâce au droit international, nous pouvons réparer quelque chose qui est causé par les guerres, ou au moins rendre justice, n'est-ce pas, aux gens qui ont subi pendant la guerre. C'est ça, en fait, le but du tribunal. Oui, c'est la réparation. C'est rendre juste. J'ai un auteur qui a écrit un ouvrage du droit international pénal, Olivier de Froville, et je lui avais dit, tu es le médecin légiste des juristes. Exact. Tu répares, voilà. Oui. Tu cherches la vérité pour pouvoir continuer. Alors le slogan « Un monde meilleur », évidemment, appartient aux Nations Unies, mais on le souhaite tous. Pierre, je sais que vous travaillez beaucoup sur les sujets bien précis et ce sont des sujets qui sont vraiment à l'ordre du jour dans les premiers chapitres, si tu veux, des attentes des Ukrainiens. Est-ce que tu peux nous parler un peu de votre grande ligne, de votre lutte, de votre engagement aujourd'hui? Bien sûr, aujourd'hui je pense que l'on est très axé sur trois choses. Un, je l'ai dit, c'est la protection du ciel de l'Ukraine, donc c'est ce qui a été appelé Sky Shield, qui pour nous est vraiment ce que l'Europe devrait faire maintenant. Ça, c'est la première chose.
La deuxième chose, c'est la défense des gens qui sont sous contrôle de la Russie, qui sont prisonniers, militaires ou civils. Alors il y a la question des enfants qui est très importante pour nous, mais pas seulement. Il y a la question de la torture dans les prisons russes, qui est vraiment aujourd'hui un phénomène dont on ne mesure pas l'ampleur quand on est extérieur, mais qui touche des milliers de personnes. Et récemment, nous avons fait cet appel pour sauver une journaliste ukrainienne, Anastasia Lukovskaya, qui est arrêtée, en partie disparue, probablement torturée, et dont on pense aujourd'hui qu'il faut la sauver. Et là, on est sur quelque chose qui est très important pour nous, qui correspond à l'appel de la prix Nobel, Olesandra Matvichuk, c'est-à-dire cette idée extraordinaire qu'elle a apportée, avec le prix Nobel russe Oleg Orlov, cette idée de « people first ». C'est très important, à la fois pour l'aspect humanitaire, mais c'est aussi, il y a l'aspect humanitaire évidemment d'abord, mais il y a aussi l'aspect, si je peux dire, politique, qui consiste à dire la guerre de la Russie n'est pas une guerre pour des territoires, c'est une guerre pour le contrôle des gens et la destruction, l'humiliation et la destruction du peuple ukrainien. Et donc ça, c'est pour nous, ce combat People First de Alessandra Matvichuk, c'est quelque chose que nous croyons totalement. Et enfin, il y a une troisième dimension qui est très importante dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, qui est la question des avoirs de la Banque centrale de Russie. Nous avons montré, il y a déjà plusieurs mois, qu'il était possible de confisquer ces avoirs en fonction du droit international, du droit des réparations de guerre. Ça n'a pas été fait parce que les Européens ont peur de la Russie. Mais il est arrivé ces dernières semaines que Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, a eu une initiative très positive qui consistait à dire si on ne confisque pas les avoirs, on peut prêter la somme équivalente collatéralisée, assise sur la somme des avoirs, et cette somme peut aller à l'Ukraine. On ne mesure pas à quel point c'est une question décisive, parce que c'est le financement de l'Ukraine, c'est la possibilité pour l'Ukraine de faire des réparations et d'acheter des armes pour se défendre, et c'est un coup terrible porté à Poutine et à son économie, qui ne sont pas en bonne forme non plus. Donc aujourd'hui, c'est triste à dire, mais la guerre, c'est aussi c'est plein d'autres choses, c'est d'abord le courage du peuple et des soldats ukrainiens, mais c'est aussi l'argent. Et donc c'est très important. Et là, dans les jours où nous sommes, avec ce plan scandaleux de Witkoff, Poutine, Trump, on ne sait pas aujourd'hui s'ils sont tous d'accord ou quoi que ce soit, si on veut arrêter ce plan, l'Europe peut le faire. Elle peut le faire, clac, comme ça. Il suffit qu'elle dise « je prête l'argent à l'Ukraine ». D'abord, c'est un volet du plan de Trump qui saute, et d'autre part, à partir de ce moment-là, la situation est différente. L'Europe elle peut le faire aujourd'hui, elle peut le faire demain, elle peut le faire n'importe quel jour de la semaine prochaine. Le prêt est prêt, il a été décidé par la Commission européenne, enfin ils ont qu'à le décider, mais ils sont d'accord en théorie, ils ont des réticences, la Belgique veut des garanties, ils ont qu'à donner toutes les garanties qu'ils veulent, mais ce prêt est possible, s'il est fait dans les jours qui viennent, le plan de Witkoff, Trump, etc., il saute, et l'Ukraine est renforcée. Donc c'est un combat extrêmement important sur lequel nous on est depuis longtemps. Bénédicte, oui. Vous êtes maîtresse de cette maison. Oui. Et vous avez les trésors. Probablement. J'aimerais bien que vous le présentez, s'il vous plaît. Alors, je pense à vous présenter celui-ci. C'est le statut de Rome. On a plus de 80 auteurs qui ont participé pour essayer d'expliquer chacun des articles du statut de Rome en droit international pénal pour tenter toujours de réparer la guerre. Celui-ci est très important, évidemment. Celui-ci, je pensais, il célèbre les 150 ans de l'Institut de droit international. C'est aussi pour montrer que la recherche en droit international existe depuis si longtemps. Et ils ont fêté donc leurs 150 ans. Et je vous proposais de regarder le film qu'ils ont fait à l'occasion de leurs 150 ans. Ils ont fait un livre pour expliquer pour faire une synthèse sur leurs travaux. Et puis, ils l'ont mis en film, et c'est en pensant à vous voir filmer que je voulais que vous puissiez le regarder. D'accord, merci beaucoup. Mes amis, si vous êtes de passage à Paris, si vous étudiez ou si vous vous intéressez au droit international, n'oubliez pas, tout près du Panthéon, de vous rendre au numéro 13 de la rue Soufflot, où vous trouverez cette librairie qui s'appelle Les Éditions Pedone.
Vous verrez, c'est impossible de se tromper. Au 13, rue Soufflot, et ici vous pourrez acheter, consulter et étudier ces magnifiques ouvrages qui vous aideront énormément à mieux appréhender le droit international. Tu sais Pierre, tu me connais, tu sais que j'aime beaucoup tout ce qui est la métaphysique et je trouve que ce n'est pas par hasard que la personne qui dirige une association qui s'occupe des questions de droit, des piliers vraiment très importants pour notre victoire s'appelle Pierre. Parce que tu fais partie des pierres qui font partie de ce fondement de la victoire ukrainienne. Et la question que je pose à tout le monde en France, aux journalistes, aux politiques, je dis, est-ce que vous acceptez l'idée que l'Ukraine doit gagner cette guerre, que nous devons tous militer et travailler pour la victoire, non pas juste pour la fin de la guerre, parce que la paix, on parle beaucoup de la paix, mais on oublie que la paix, il faut la gagner. Donc, moi, je milite pour la victoire de l'Ukraine, pour que l'Ukraine gagne cette paix. C'est quelque chose de très important sur lequel je pense que l'on est d'accord. On est évidemment pour la paix. D'ailleurs, nous, quand on a créé notre association, on a dit que l'on calquerait notre orientation sur ce sujet, sur ce que ferait l'Ukraine, le peuple et son gouvernement. Donc on est forcément pour. Mais ce que l'on peut constater depuis le début de cette guerre, en ce qui concerne les pays européens et aussi les Américains, c'est qu'ils n'ont jamais exprimé de but de guerre clair. Et comme ils ont exprimé « as long as it takes for what? Nobody knows ». Ils ont exprimé « il ne faut pas humilier Poutine ». Ou ils ont exprimé « il faudrait la victoire de l'Ukraine ». Mais quelle victoire, on n'a pas dit. Après, ils ont dit « il ne faut pas la défaite de l'Ukraine ». Ensuite, ces derniers mois, ils ont dit « il faut amener Poutine à la table des négociations ». Donc ce sont à chaque fois des faux buts, des buts qui ne peuvent que aboutir à des défaites. Et s'il n'y a pas eu la défaite jusqu'à présent, encore une fois, c'est la solidité de l'Ukraine qui empêche ça. Donc oui, il faut, et même quand ça semble difficile, comme la situation aujourd'hui, il faut penser que le seul terme possible, c'est la victoire de l'Ukraine. Parce que si on pense ça, et si les politiques européens le pensaient, ils chercheraient, ils n'ont pas des moyens infinis, ils ont aussi leurs propres limites, mais ils chercheraient à donner beaucoup plus pour l'Ukraine et ils permettraient certainement de retourner la situation. J'ai donné l'exemple du prêt. Si le prêt de 140 ou 180 milliards est fait, ça change la situation. Évidemment, on va penser, Poutine ne va pas être content, il va menacer la Belgique, la France, le ceci. So what? Okay. Actuellement, c'est comme ça que ça doit être fait. Donc, tu as raison, nous, en tout cas, notre association, nous pensons que le seul but de guerre possible, c'est la victoire de l'Ukraine sur la Russie. Ça ne veut pas dire aller à Moscou, ça veut même pas dire forcément que Poutine tombe, ça c'est un autre problème. Mais ça veut dire une situation où la Russie militairement et économiquement s'effondre. Et nous pensons que la Russie est dans une situation économique difficile, l'Ukraine l'est aussi, mais c'est à l'Europe de l'aider. Et si la Russie continue à être isolée comme elle l'est jusqu'à présent, je pense que son économie sera en position très difficile. Je note que dans le plan qui a été préparé par Witkoff et Trump, il y a cette idée de lever les sanctions pour les Américains, de ramener la Russie dans le G7, ce qui serait incroyable, on aurait une dictature totalitaire dans un club de démocratie, et ce qui a pour but pour les Russes de retrouver de l'argent, de retrouver du pognon, de réacquérir tout un certain nombre de choses. Donc ça, c'est ce qu'il faut effectivement bloquer, et encore une fois, on a parlé de la victoire de l'Ukraine, et c'est très important dans toute la propagande ambiante. Bon, tous les gens qui disent l'Ukraine est une situation difficile, etc., ne sont pas des agents russes, c'est pas vrai. Mais ils sont dans une situation où ils se mettent à penser que la situation ne peut pas être différente et que ça ne peut être que pire. Et nous pensons que si l'Europe le veut, et l'Amérique, mais là on est européens, si l'Europe le veut, la situation peut être différente. Je tiens vraiment à souligner ici que Pierre et son association, une organisation d'une envergure immense, nous avons entendu 150 participants directs. Des universitaires issus de 50 universités et 3000 signataires, qui apportent leur soutien à cette association. Cette association, pour moi, qui lutte ici pour la victoire de l'Ukraine et pour beaucoup d'autres Ukrainiens, et nous sommes 70 000 ici à ce jour, et il y a 180 associations franco-ukrainiennes en France. Oui, moi je crois qu'on a plus reçu qu'on a donné quand on a accueilli les Ukrainiens. La preuve en est aujourd'hui, Tania est là.
Pour nous, ça a été un moment très fort. Alors bien sûr, on n'aurait jamais voulu faire ça, hein, parce qu'on n'aurait pas voulu qu'il y ait la guerre. On a pensé tout de suite que si on a voulu ouvrir notre maison, c'est parce qu'on a pensé que ça pouvait nous arriver à nous aussi, et que c'était des gens qui arrivaient de partout, et qu'on aurait pu être ceux qui étaient sur les routes. Et voilà pourquoi on a ouvert. Voilà exactement comment sont les Français, parfois un peu difficiles à cerner, mais toujours animés par un cœur sincère, un sourire franc et cette volonté inébranlable d'aider et de soutenir le peuple ukrainien à tout prix. Pour nous tous ici, l'association pour l'Ukraine, pour sa liberté et pour la nôtre, c'est comme un service d'urgence vitale quand ça ne va pas du tout, surtout quand il se passe, vous savez, des choses vraiment terribles dans les médias ou lors des pressions psychologiques constantes de la part des Russes, qui sont d'ailleurs très nombreux ici. On sait qu'on peut toujours s'adresser en toute confiance à cette association. Et si jamais je décide d'appeler dès le matin pour dire « Attention, nous avons un problème urgent », alors le soir même, on voit déjà paraître un article complet dans Le Monde, qui est l'un des plus grands journaux de France. Dans cet article s'exprime clairement la position des Ukrainiens, mais aussi celle des citoyens français, qui ne laisseront absolument jamais l'ennemi imposer son propre point de vue sur la situation actuelle. C'est ce que veillent ces anges gardiens, comme l'Association pour l'Ukraine, pour sa liberté et pour nous tous. Merci beaucoup, cher Pierre. J'aimerais citer un ami de l'Ukraine, Antoine Garapon, un juriste français assez connu qui collabore beaucoup avec l'Ukraine en ce moment même pour qu'un tribunal international soit mis en place afin de condamner les crimes de Poutine et de sa clique. Je souhaiterais ici le citer. Chaque guerre doit se conclure correctement. Correctement, cela signifie sous l'égide du droit international. Cela signifie qu'un tribunal international doit être établi, ce tribunal doit avoir lieu pour condamner et donner une qualification juridique à tous les crimes de guerre qui ont été commis contre l'Ukraine. Chaque criminel doit être condamné et recevoir une punition juste et proportionnée. Ce n'est qu'alors que la guerre pourra être considérée comme terminée. Et comme c'est ce que tous les Ukrainiens souhaitent ardemment et attendent, ce n'est absolument pas seulement Poutine et son régime qui doivent être condamnés. Le racisme, ce phénomène terrible qui englobe tout le peuple russe, doit recevoir une qualification juridique claire et définitive. Espérons que ce soit le cas. Et je suis véritablement ravie que nous achevions notre visite en France au sein de cette librairie historique qui, depuis 1837, s'attache à promouvoir et à mener un travail constant de sensibilisation au droit international, afin de permettre à chacun d'en apprendre davantage sur la protection essentielle des droits de l'homme, ainsi que de la dignité humaine. Творимо вільно, говоримо відкрито, діємо разом.